l'Institut de sciences d'Armez, étudiant en Big Data Analytics and Smart Systems. Ma question est ici à Mme Wafa, au lexique relationnel. Lorsqu'on a une phrase ou un texte, comment le principe que vous utilisez pour extraire les relations entre les mots? Parce que j'ai regardé dans votre présentation, ça ressemble un peu d'email, la modélisation des bases de données. Quand vous parlez de Waraka Kitseb, Waraka appartient à un Kitseb, et Waraka, on a deux Waraka Wesh et Waraka Da. Merci. Très bien compris. Un petit peu, on a mélangé un peu. Le lexique aujourd'hui doit être relationnel, c'est-à-dire les entrées lexicales ne doivent pas être séparées entre elles, comme ça a été jusqu'à maintenant la tradition, où on ne voit pas la relation entre les entrées lexicales. Donc tout est en relation avec tout, par relation hiérarchique, donc relation ISA, relation de catégorisation, de catégorie si on peut dire, et par relation de partie 2 si on peut dire. Donc même les autres relations, toutes les relations, donc tous les termes sont reliés entre eux. C'est ça un lexique relationnel. Au lieu de présenter un dictionnaire normal, on présente un dictionnaire où toutes les entrées sont en relation entre elles. Ce que tu es en train de demander, c'est que comment on peut utiliser ces informations dans des applications, si j'ai bien compris. C'est plutôt les concepts, en fait. C'est comme les concepts d'héritage en Java, de polymorphisme, d'association. Même, je pense que c'est là. Parce que vous vous référez aussi au concept d'organisation des bases de données relationnelles, si j'ai bien compris. Et en fait, on a plusieurs similarités. Historiquement, on a même un certain contact à niveau conceptuel entre ces deux choses. Les bases de données relationnelles sont nées dans la même période où on pensait au concept de ISE, aux différentes relations. En fait, on peut traduire de façon assez immédiate l'organisation d'une ontologie avec relation dans une base de données relationnelle. Donc d'une relation lexicale, on passe à une relation de logique, si tu veux. D'un lexique, on a le lexique traditionnel, on le transforme en lexique relationnel où tout est relié avec tout en fonction de relations ISA, partie 2, etc. Et de là, on passe à des relations... en fin de compte, c'est la même chose, mais c'est des niveaux différents. On parle de termes, d'entrée lexicale, de concepts. En fin de compte, on parle de la langue. En fin de compte, on est en train de parler de la même chose. La langue, comment on arrive à l'utiliser, à l'appliquer, etc. C'est des niveaux un peu différents. C'est tout. Mais en fin de compte, on fait la même chose. Alors, moi, j'ai une question à la place des étudiants qui commencent demain une thèse dans le domaine du traitement naturel de la langue arabe. Donc je commence demain une thèse, je ne suis pas très familier avec le domaine, j'ai 3 ans, j'ai toujours rêvé d'une thèse, j'ai 3 ans, c'est pas beaucoup de temps, je dois faire vite. Quelles sont les références que je dois absolument avoir et commencer avec, sans lesquelles c'est, je dirais pas impossible, mais c'est illogique de faire un travail dans ce domaine? Les références vraiment au niveau le plus basique dans le traitement naturel de la langue arabe. Moi, je vais vous parler de notre expérience. Et ça répond, ça va exactement dans le cadre de ce que vous faites. Moi, je suis matheux de formation. J'étais en statistique, je suis passé en approximation. J'étais dans un laboratoire qui fonctionnait très bien en termes de recherche. En 2005, on se posait la question, ce qu'on fait comme recherche, comme approximation, est-ce qu'elle a un impact sur notre environnement? Je n'étais pas le seul à poser cette question, on était un ensemble d'enseignants. On s'est rendu compte qu'on fait de la recherche pour la recherche, ça n'a aucun impact sur notre environnement.
On s'est dit, on doit changer. Alors, par chance, il y a quelqu'un avec nous qui est statisticien de formation de base, mais son doctorat d'État, il l'a fait sur le traitement de la parole, et pas à la française. C'était à Marseille. Il a dit, pourquoi on ne fait pas de la traitement de la parole, mais pour la langue arabe? On a commencé par là. Au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que, et c'est là que je réponds à la question, on s'est rendu compte que sans un minimum de connaissances en langue arabe, on ne va pas aller loin. Parce que tous, on est de formation francophone. Je parle de mes collègues qui font partie encore du... Et donc, notre formation francophone fait qu'on ne savait pas différencier entre un nom et un verbe. Le mot transitif, si vous me dites verbe transitif, pour moi c'était du chinois à l'époque. Alors, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on doit intégrer des linguistes pour qu'ils nous apprennent la langue arabe ou nous réapprennent la langue arabe. Parce que normalement, on l'a apprise quand on était à l'école. Mais on l'a perdu au fil du temps parce que notre enseignement c'était en français et notre travail après c'était en français, on enseignait en français. Et donc on a perdu la langue arabe. Voilà. Ce que je vous propose pour ceux qui veulent travailler dans cette thématique, depuis, je suis en train de parler de 2005, ça fait 11 ans. À ce jour-là, on suit des cours de langue arabe. À ce jour-là, on a 2 cours par semaine. Un cours sur la morphologie et un cours sur la syntaxe. Et la syntaxe classique et la syntaxe moderne, ça veut dire la linguistique. Tous les étudiants qu'on intègre avec nous, ils suivent ce cours. Il est obligatoire. Et parfois on se répète, mais on apprend toujours. Et les enseignants sont toujours présents à ces cours-là. La morphologie, on l'a répété 4 ou 5 fois. Je suis en train de parler de 11 ans. La syntaxe, on l'a répété plusieurs fois. Et ce sont les enseignants qui sont membres du laboratoire, les enseignants des linguistes, c'est eux qui nous font ces cours-là. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que actuellement, ils regardent la langue différemment qu'avant. Parce que l'interaction qu'ils ont eue avec nous on vient d'horizons différents, maintenant on discute la langue différemment. Donc, ce que je vous conseille, pas nécessairement faire la même chose qu'on a fait, mais essayez d'acquérir un minimum de connaissances en langue, un minimum. Hein. Vous n'êtes pas obligé de devenir linguiste, c'est pas ça l'objectif. Mais il faut connaître le minimum, parce que vous allez travailler dans un terrain qu'il faut connaître. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la persévérance. Et ce qu'a dit tout à l'heure notre professeur, il faut viser petit. Il ne faut pas viser très grand. Ces choses-là, ça se construit pierre par pierre. Il faut avoir une vision longue, mais avec des objectifs au départ petits. Quand on fait un doctorat, c'est 3 ans. On n'est pas obligé dans un doctorat d'avoir un système à la fin qui est définitif. Tout à l'heure, j'ai parlé du système de voyelation automatique. Ça a fait 2 thèses, pas une thèse. Une première thèse, ça a préparé le terrain. Et la deuxième thèse, ça a raffiné des résultats. Et maintenant, on pense qu'on a un bon résultat. Al-Khalil, ça a fait 2 thèses, pas une thèse. Une première thèse, c'était Al-Khalil 1. Et Al-Khalil 2, c'est une deuxième thèse. Donc, il y a un travail derrière. Et on va commencer le Khalil 3. On a des idées là-dessus. Donc, quand vous commencez, il faut fixer des objectifs qui doivent correspondre à vos moyens en termes de temps et à vos moyens en termes matériels. Parce que nous, on n'a pas beaucoup de moyens au Maroc. La recherche, elle est délaissée par le ministère. Tous les enseignants que vous connaissez ici, ils font de la recherche au dépend de leur temps et parfois de leurs moyens. La recherche n'est pas financée. On se bat pour trouver un billet pour aller assister à un congrès. Alors que normalement, ça ne doit pas se faire. Et ça se fait. Donc il faut être conscient de ça, travailler doucement, avoir des objectifs qui soient réalisables, et avec ça, avec de la persévérance, je suis sûr que ça marche. Et le contact, il est fondamental. Vous avez la chance, vous arrivez à un moment où cette discipline commence à être connue au Maroc. Il y a des équipes un peu partout au Maroc. Ce n'était pas le cas, ça fait 10 ans. Maintenant, on a une association qui essaye de rassembler des synergies. Donc, il faut profiter de ça.
Et je pense que dans le futur, les choses sont plus simples qu'aujourd'hui. Et pour les gens qui veulent de l'argent, ce domaine, il permet d'avoir de l'argent. Je vous le dis, hein, ça veut dire, vous n'êtes pas obligé de faire de l'open source. Donc, même les gens qui veulent avoir de l'argent, c'est un domaine qui est ouvert. Le domaine de la théorie de l'information, c'est celui qui permet de générer le plus d'argent actuellement. Google, Microsoft, ce sont les multinationales. Google, qu'est-ce qu'elles vont, à part de la parole? Qu'est-ce qu'elles vont? C'est la première société. Et ça va continuer, hein, ça ne va pas descendre. Dans 10-15 ans, ce domaine-là, c'est le domaine qui va générer le plus d'argent à l'échelle planétaire. Donc il ne faut pas croire que c'est un domaine qui n'est pas important sur le plan financier. Malheureusement, les responsables de l'État ici ne sont pas conscients. Mais sinon, moi, si j'étais ministre, je demanderais à chaque faculté de lettres de créer une formation dans ce domaine-là. Et je suis sûr qu'elle va générer de l'argent. Merci, professeur Zeré, parce que je crois que c'est intéressant comme recommandation de l'expert qui a fait tout le chemin, donc je crois que j'espère que les jeunes qui commencent en tiendront compte. Professeur Julian, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, pas sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord en fait. Je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Peut-être une chose que... Excusez-moi, professeur, je crois que vous avez aussi fait réflexion dans votre parcours professionnel. À un certain moment, vous devez... Mais mon parcours a été un peu l'inverse du parcours que vous devez parcourir, parce que j'ai une formation de linguiste. Je me suis occupé surtout avant d'histoire de la linguistique et après... Donc, l'histoire de la linguistique arabe, donc de la moyenne arabe, après de la linguistique, j'ai obtenu un doctorat en linguistique et après je me suis dédié à l'histoire de la linguistique computationnelle, des applications computationnelles de la linguistique. Une chose qui peut être conseillée, bien sûr, en parallèle à l'approfondissement de la connaissance de la langue arabe, de ses structures, c'est même de dire peut-être des introductions au traitement automatique des langues. En particulier, je pense à une très bonne contribution qui est liée à un package, comment ça en français, c'est package qui open source écrit en Python qui s'appelle Natural Language Toolbox, qui a été produit aux États-Unis, pour lequel on a un très bon livre introductif où en chaque chapitre fait faire des exercices libres et à disposition même en ligne, en version HTML, et a été préparé par des linguistes et informaticiennes très connus, surtout en tant que linguistes aux États-Unis. Et je pense que c'était nltk.org, je me rappelle bien. Et donc, si vous téléchargez les packages, vous l'installez dans une distribution Python, et après vous suivez tous les exercices du livre. Il ne s'occupe pas de l'arabe, il s'occupe surtout de l'anglais et peu d'autres langues, mais il vous donne un aperçu d'un certain nombre de techniques qui après seront très utiles, parce que chaque chapitre est dédié à une technique. Donc vous avez la morphologie, vous avez la syntaxe, vous avez la reconnaissance des entités nommées, la name identity recognition, que c'est une question très très importante, surtout pour l'arabe, parce qu'en arabe on n'a rien qui marque les noms propres. En arabe on n'a pas de majuscules, donc c'est encore plus difficile de comprendre si un mot est un nom ou si c'est quelque chose d'autre. Parfois les deux. Al-Khalil peut être un nom, peut être un nom de personne, mais peut être même un adjectif en théorie, pas seulement en théorie. Et donc, ça peut être utile de se former en, petit première formation générique. Mais je suis absolument d'accord qu'il faut travailler avec des gens qui ont d'autres connaissances et qu'il faut avoir même de l'humilité, parce que c'est difficile, lorsqu'on commence un doctorat, de dire je dois tout apprendre dans certains domaines. Parce que c'est encore plus difficile lorsqu'on fait ça après, mais il faut le faire.
Comme a dit mon collègue, en fait, j'ai de l'admiration pour l'idée de dire à un certain point de sa carrière, je vais aborder un domaine et je dois apprendre des choses de zéro. Ça, c'est très important. Il faut avoir de l'humilité parce que si on ne connaît pas quelque chose, il faut l'apprendre. N'importe à quel niveau on est arrivé, on apprend toujours. Merci. On passe à une question de doctorant. Bonjour, je me présente, je suis Adnan Souri, doctorant de la FS de Tétouan. Juste, j'ai une intervention concernant la proposition des sujets en commun, etc. Ici, je demande à M. Mzouri, ici, des cours d'arabe, si vous proposez, dans le cadre de l'association ou bien dans un cadre national, d'avoir des cours à distance pour tout le monde, partout dans le Maroc. Comme ça, on serait tous profitants, sans avoir la peine de se déplacer à l'Oujda. S'il vous plaît, une question concernant votre conférence d'hier. Pour l'analyse d'une phrase avec Al-Khalil, c'était, à ce que j'ai compris, vous vous êtes basé sur la théorie des graphes. Lorsque je reviens surtout sur l'exemple de Warada Khabar film, ça je crois. C'était concernant, alors c'était l'analyse d'une phrase, en se basant sur la théorie des graphes, vous avez dit qu'on cherche un chemin optimal. Alors, est-ce que ça donne toujours une solution unique ou bien ça peut donner plusieurs chemins optimaux qui ont, si on veut dire, la même optimisation? Et si c'est le cas, alors comment vous tranchez? Comment on peut trancher? Merci. Concernant la première question, je pense que ce n'est pas la peine de faire des cours à distance parce que dans chaque ville, il y a des linguistes. Et il suffit de les solliciter. Hein. C'est vrai que la tendance générale, c'est que le contact il est un peu difficile, mais ça c'est une tendance générale, c'est pas total. Moi je suis convaincu que si vous vous présentez devant un professeur de la langue arabe, et vous lui dites je suis docteur en informatique et j'ai besoin de vous pour m'apprendre l'arabe, il va être ravi. Soyez-en sûrs. Donc, c'est pas nécessaire. Moi, je vais au-delà de ça. Je dis qu'on n'a pas besoin seulement d'un linguiste pour nous apprendre l'arabe, mais on a besoin d'un linguiste pour travailler avec nous, la recherche. C'est-à-dire, on en a besoin, pas seulement au niveau de l'acquisition du savoir, mais il y a beaucoup de questions, même nous, après 11 ans d'apprentissage, beaucoup de questions, on ne peut pas y répondre. On revient à moi systématiquement chaque jour, je leur téléphone, je leur dis, est-ce que ça c'est correct ou pas? Est-ce que ça s'écrit comme ça ou pas? À tous les niveaux. Donc il ne faut pas croire qu'à un certain moment, on peut être indépendant d'eux. Moi, en tout cas, je le crois. Donc je trouve indispensable d'avoir un linguiste dans l'équipe. Pour moi, c'est indispensable si on veut faire bien les choses. Pour la deuxième question, ça dépend de l'algorithme qu'on va utiliser pour éliminer l'ambiguïté, ça veut dire chercher le chemin optimal. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est l'algorithme de Viterbi. C'est dans le cadre de la programmation dynamique. L'algorithme de Viterbi, il peut vous donner le choix optimal, il peut vous donner les deux choix optimaux. Donc c'est à vous de décider. Nous, l'approche qu'on a utilisée, on prend le choix optimal. Alors, est-ce qu'on est tombé sur deux choix optimaux qui ont la même probabilité? À ce jour-là, non. Donc on n'a jamais été affronté à cette situation. On a deux chemins qui ont la même probabilité. L'algorithme de Viterbi, il permet de calculer, c'est un travail gauche-droite, droite-gauche, hein, c'est un peu technique à expliquer. Et toujours, il nous donne un seul chemin qui soit optimal. Mais d'autres techniques statistiques peuvent aboutir à deux chemins optimaux. Dans ce cas-là, on peut trouver d'autres techniques pour dire que celui-là, il est plus approprié que l'autre. Mais dans notre cas, le choix qu'on a choisi avec Viterbi, ça ne pose pas de problème. Bonjour, je suis Maro Amélie, doctorante à la FSTM. Tout d'abord, je vous remercie pour vos présentations très intéressantes. Franchement, je travaille sur la segmentation des images en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, c'est loin du traitement de la langue arabe,
mais je vous demande si c'est possible d'utiliser des agents intelligents, de les intégrer afin d'hériter de leurs caractéristiques, par exemple l'autonomie, d'être collaboratif, afin de rendre le traitement plus autonome. Merci. Non, si vous permettez, moi je vais généraliser la question. Hein? Et dans le sens de traitement de la langue arabe, est-ce qu'on peut aller vers des concepts plus avancés, comme les concepts d'agents intelligents, le machine learning en termes de classification, et avoir des choses très sophistiquées en termes d'apprentissage, et avoir même un système qui est capable, ça c'est l'émergence de ce qui est non prévu, capable de répondre à des questions imprévues qui n'ont jamais été encodées initialement. Alors, est-ce que les chercheurs ont déjà commencé à ouvrir les portes dans ce sens, ou toujours un petit peu une méthode classique qui est très efficace d'ailleurs? C'est ça un peu la question. Vous avez le choix de commencer. Je réponds une phrase et puis je te dois, parce que c'est la tienne. C'est la tienne. Lorsqu'on est encore au début de la recherche pour une langue, donc, non, ما تبقى C'est bon? Lorsqu'on est au début de la recherche pour une langue, on ne peut pas dire on va automatiser le tout et on aura le machine learning. احنا مازال كنهضروا في عندنا واش عندنا شي واحد كيشكلوا المنهج وصلنا نجاوبوا et d'une manière intelligente. Non, au début, il faut vraiment faire le travail coude à coude, un à côté de l'autre pour perfectionner au début. Après, dans 10 ans, dans 20 ans, on reparlera. On est encore bien au début. Comme il a dit le professeur, on est encore au début où un informaticien il a besoin d'un linguiste il a besoin d'informaticien. Pourquoi? Parce qu'on doit perfectionner les règles, comment les mettre, etc. On est encore bien au début pour dire est-ce qu'on peut avoir un système aussi intelligent que... Non, non, encore non. On ne peut pas encore. Pas encore. On est encore au premier pas. Comment? C'est possible. Ça va arriver. Ben, bien sûr que c'est possible. Machine learning, j'espère qu'un jour il en aura. Comme ça, lui, il n'ira pas à Oujda. Ça, j'adore ça, un jour, tout le monde, on peut l'avoir. Bien sûr que c'est possible, mais il faut d'abord mettre toute la grammaire, toutes les règles, etc. dedans, pour pouvoir arriver. Il faut commencer d'abord pour formaliser le tout. Et ça, c'est impossible sans qu'il y ait une coopération entre la linguistique et l'informatique. Parce que jusqu'à maintenant, on est deux générations bien indépendantes. Un, il a fait l'ingénieur informatique et un, il a fait la linguiste. Un, il est incapable de savoir le tout sur la langue. D'ailleurs, il n'y a pas une personne qui sait tout sur une langue, même un linguiste. Mais quand même, il arrive à trancher. D'accord, c'est ça. C'est-à-dire que lui, sa réponse, elle est beaucoup plus professionnelle. Par contre, un linguiste, il ne sait pas programmer, donc on a encore besoin de nous. On ne peut pas faire. Un jour, quand on aura un voyageur, on aura le tout, on aura la sémantique, on aura le tout, alors on peut dire automatisation. Je ne sais pas si j'ai répondu Oui, bon, bien sûr, c'est une question difficile à répondre en termes relatifs, c'est-à-dire combien de temps, combien d'efforts sont nécessaires pour cela. Mais de ce point de vue, on a une question importante à niveau de philosophie, on pourrait dire, parce que une discussion qui a été centrale dans tout qui même Wafa a évoqué en parlant d'ontologie, c'est en fait si on peut avoir d'ontologie universelle. C'est-à-dire si on peut avoir une description de la réalité, des relations entre les éléments de la réalité, les concepts, etc., qui est universelle.
on a eu bien des philosophes qui disent que ça n'est pas possible, que toutes les langues conceptualisent de façon différente. C'est un débat très connu dans l'histoire de la linguistique. On a une hypothèse connue historiquement comme l'hypothèse de Sapir-Whorf qui dit que des personnes qui parlent des langues différentes conceptualisent de façon différente. Je ne crois pas que ça soit le cas. Je pense qu'on a un noyau de conceptualisation du monde qui est universellement humaine, et je pense que les travaux sur les pratiques sur les ontologies a montré que cela est vrai en général. Et donc, ce qu'on peut dire est que si on parvient en fait à avoir des ontologies qui sont universelles, et aujourd'hui on a des ontologies surtout au niveau qui sont universelles, et même WordNet peut être considéré une ontologie universelle, ça peut parvenir à une chose que les informaticiens connaissent très bien et c'est très très important, c'est-à-dire la modularisation. Parce que si je peux diviser la tâche en deux parties, une partie qui va du langage à l'ontologie, à la représentation conceptuelle universelle, et après que j'ai une représentation conceptuelle universelle, j'ai fait d'autres choses avec cette représentation, ça permet de n'avoir pas un problème spécifique de l'arabe dans l'ensemble, mais seulement dans la première tâche. C'est-à-dire de faire ainsi que notre système est en d'extraire une représentation sémantique à partir de l'arabe. Après, avec ces représentations sémantiques universelles, je peux faire n'importe quoi. Ça, c'est un peu, je pense, la bonne stratégie. C'est-à-dire de ne penser pas de faire une chose qui marche seulement pour l'arabe, mais de faire ainsi qu'on peut analyser l'arabe pour obtenir un output, une natija qui est universelle. Ça, c'est mon point de vue. Tout à fait raison. Si vous avez suivi la présentation de professeur Zoé, le SNM, c'est un algorithme de machine learning que vous utilisez dans un RAI. Donc, ça dépend aussi de machine learning, c'est beaucoup de choses. Donc, on peut aller du basique vers les algorithmes très avancés. Je vais ajouter quelque chose. Ce qui est extraordinaire dans ce domaine, moi j'ai une triple casquette. Maintenant, je connais un peu l'arabe, la langue, je suis maths de base et j'ai quelques notions en informatique. Et je me rends compte avec le travail qu'on a réalisé, c'est que dans cette thématique-là, on ne le sent pas très bien, mais la partie qui est la plus présente, ce n'est pas l'informatique, c'est les maths. C'est vrai. Et on ne le sent pas. Mais quand vous travaillez le français ou l'anglais, si vous regardez les recherches qui sont faites au niveau du français et de l'anglais, vous voyez l'apport ou la présence des mathématiques dans ce domaine. Et ils sont allés très loin. C'est-à-dire qu'ils arrivent à modéliser la langue avec des modèles mathématiques qui sont très 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 performants. Nous, à mon sens, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'acquérir ce savoir. Ça veut dire, eux, ils ont réussi à trouver la jonction entre l'abstrait qui est les mathématiques et la langue autant que terrain d'étude. Ils ont réussi. Il y a par exemple un congrès qui se tient en Espagne annuellement. C'est quoi? C'est tout simplement les statistiques et les langues. L'application des statistiques. C'est tout un congrès. Il est international et parmi les plus grands. Et il porte sur 3-4 jours. Juste cet aspect-là, statistique. Les statistiques sont présentes. La théorie des graphes est présente. L'algèbre linéaire elle est présente. La recherche opérationnelle elle est présente. Et avec force, hein, quand je dis présente, c'est pas. Et c'est une présence de pointe. C'est-à-dire on est en train de parler de la recherche opérationnelle. Ce qu'on a réussi à développer comme dernière recherche. Et la même chose pour tous les autres. Donc, le défi, c'est quoi? C'est pouvoir acquérir ce savoir, l'utiliser dans le traitement de la langue arabe et faire attention à quelque chose auquel on ne fait pas tellement attention. Souvent, il y a beaucoup de recherches qui sont des copies-collées. Ça veut dire qu'on prend la méthodologie qu'on a utilisée, par exemple, si on parle des entités nommées. Les entités nommées, il y a déjà des algorithmes qui permettent de le faire pour le français, pour l'espagnol, pour l'italien, pour l'anglais. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la langue arabe
qui prennent les méthodologies qui ont été développées pour les autres langues et ils les transposent à la langue arabe. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. La langue arabe a une particularité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter de ce qui a été fait. Il faut être intelligent pour exploiter ce qui est exploitable. C'est dont il a parlé mon collègue tout à l'heure. Il y a 80% entre les langues, il est commun. Mais il y a 20% qui est spécifique à chaque langue. Et il faut savoir distinguer le commun du spécifique pour avoir des outils qui soient performants. Merci, professeur Nzouri. Il y a une file d'attente, je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui. À un certain moment, on doit ça. Bonjour, je me présente, je suis Tofak Moussaoui, étudiant en première année Master Big Data Analytics and Smart System à la faculté des sciences d'Almerez, aussi membre de I3E. Tout d'abord, je vous remercie pour vos présentations. Vraiment, on a appris pas mal de choses, surtout dans ce domaine. Ma question est adressée à M. Azedine. Au niveau théorique de la conception, je veux savoir comment vous allez faire pour implémenter les chaînes de Markov pour distinguer les unités lexicales. C'est ça ma question. Merci. Je la reformule, professeur Zoï. Est-ce que vous pouvez nous donner le code d'implémentation des chaînes de Markov? Pour être rapide. Le code, vous le trouvez dans pas mal de plateformes, qui est déjà dans la plateforme dont il a parlé tout à l'heure. Il y a des toolkits où vous avez, qui sont déjà programmés. Mais moi, je vous le déconseille. Vous apprenez plus, parce que ce n'est pas des algorithmes qui sont très complexes. Hein. C'est facilement implémentable. Vous apprenez plus à les implémenter vous-même que plutôt d'utiliser ceux qui sont déjà implémentés. Parce que vous ne serez pas lié à eux. Vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas les modifier. Ils sont très faciles à implémenter. Il y a des articles qui sont publiés dans lesquels on donne tout le détail. Mais si vous voulez, moi je peux vous mettre en contact avec les doctorants qui sont avec nous, qui l'ont développé. Ils vous les donnent, ça pose pas de problème. Mais c'est des choses qui ne sont pas très difficiles, hein, ils sont simples. Donc des choses très très compliquées. Ne perdez pas votre temps à développer des choses qui existent. Réutilisez. Alors la dernière question, Bonjour, je m'appelle Rasmouliam, je suis branche mathématique à la FSTM. Mon PFE concerne le pré-traitement des manuscrits arabes anciens, mais ma question est très simple, peut-être qu'elle sera banale. Pour la traduction, pour avoir un bon traducteur, je pense qu'on a en français, connaissons tous qu'on a en français différents types, par exemple dans le passé, le temps passé, on a l'imparfait, on a le passé composé et tout. En arabe, on a juste le madi. Pour la traduction, est-ce qu'on va concerner ou bien supposer dans le système que tous les temps du passé égale le madi pour l'arabe et aussi pour le futur? C'est ça ma question. C'est très très compliqué. Non, objectivement, le traitement du temps est terriblement compliqué dans les langues. Mais attention, il n'y a pas que le madi et le modare en arabe. Kana yaktubu, c'est du plus que parfait. Donc on doit ajouter des mots. Ils ont ajouté quand il dit il a mangé. Il y a 3 paroles, il y a 3 tokens. Kana yaktubu, il y en a 2. Filmzit. Par exemple, dans le passé simple. Hein? Par exemple, le passé simple. Oui. C'est une action soudaine. Donne-moi un exemple. J'adore les paroles techniques. Hein. Okay. Si par exemple, je dis le stylo tomba. Oui. Comment ce sera la traduction? On n'a pas le passé simple dans l'arabe. Attention, la traduction, c'est pas aussi simple. Il y a des choses qui peuvent être traduites en fonction, c'est-à-dire qu'on a des modèles bien. Et puis ensuite, il y a des choses qui s'expriment, ce qu'on a dit au début. Il y a le 20% qui est différent d'une langue à une autre. Surtout à ce 20%. Surtout, il faut le connaître. Quand tu me dis il y a le passé simple, oui d'accord, mais il n'y a pas le plus que parfait en arabe. Je dis oui, il existe. C'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que trouver une parole par ici, trouver la même parole de là, c'est pas aussi simple.
C'est pas comme ça. C'est ça la question. Oui, mais de ça, point de vue, en fait, la traduction des temps verbaux et des modes est une chose très très compliquée dans les domaines de la traduction automatique. Et parce que ça, c'est un peu un questionnaire qui est entre linguistique et en fait formalisation. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez écouté ma présentation hier, je montrais qu'en fait, au moins la stratégie que j'utilise, la stratégie qui est très peu utilisée pour analyser des structures en produisant une représentation sémantique, c'est de procéder en associant des signes linguistiques de plus en plus longues qui ont déjà une certaine représentation. Cette représentation peut être comparée, comme disait mon collègue, dans plusieurs des cas, à des représentations mathématiques, parce qu'on a fondamentalement, dans les cas plus simples, des fonctions qui ont des arguments ouverts qui vont remplir. Dans les cas plus complexes, on a des structures qui peuvent être modélisées à niveau de graphes, même s'ils sont parfois des graphes avec des types. Donc on a même on ajoute même ce qu'on appelle aujourd'hui type theory dans les cas. Bon, de toute façon, je pense que je vais parler plus fort, peut-être on va nous écouter. La question des temps verbaux, donc il ne la faut pas aborder à niveau de mots simples. Parce que, je vous fais un exemple, dans bien des langues, on peut choisir entre le futur et l'utilisation d'un temps qui n'est pas marqué en tant que futur, mais avec un adverbe. Par exemple, je vais dire je pars demain. Je ne dois pas dire forcément je partirai demain. Et on a souvent cette possibilité. Donc, la formation du temps vient à niveau syntagmatique. Je commence à associer des pièces d'information qui complètent les cadres. Mais ce qui rend particulièrement compliqué la gestion, l'analyse des temps et des modes des verbes à niveau de traduction automatique, c'est le fait que le temps n'est pas une chose fixe, ça change de verbe en verbe. Pour faire un exemple très simple, tandis qu'en général, les mardis peut être traduit avec un verbe qui soit les passés simples, les passés composés, etc. Les mardis de Cana ne peut pas être traduit de cette façon. Les mardis de Cana est très souvent traduisible avec un imparfait. Parce que parmi les domaines où on a eu plus d'avancement dans les connaissances dans les derniers 20-30 ans au niveau de